Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Philippe Pia et je suis diagnostiqué autiste, je suis formateur et intervenant dans l'autisme. Et je vais vous parler d'un sujet qui me semble très important dans l'autisme, c'est l'alimentation. Alors on va prendre la première fiche. On va partir sur deux règles d'or qui vont être utiles chaque fois qu'on va s'engager dans des objectifs liés à l'alimentation. D'abord, savoir si l'enfant ou l'adulte autiste a une alimentation qui comble ses besoins. Est-ce que il faut vraiment ajouter des nouveaux aliments et pourquoi? Hein. Si c'est pas vrai, est-ce que c'est un engagement qu'il faut faire? Donc une personne autiste a le droit de ne pas aimer même le chocolat. C'est mon cas, par exemple, j'aime pas trop le chocolat. Voilà, une personne n'a pas. Voilà, c'est bien sûr quand il y a 5 aliments ou 10 aliments acceptés, on n'est plus du tout dans la même chose. Donc la première chose qu'on va faire, hein, c'est ça, c'est valider. Alors pour cela, on peut aller voir une orthophoniste, on peut aller voir, pourquoi pas, ergo, psychomote, euh, pédiatre, et voir à partir d'évaluations si effectivement la personne autiste a un problème alimentaire. Et puis deuxième chose, on ne doit jamais forcer une personne autiste à manger. Une personne autiste ou d'ailleurs une personne typique. Quand il y a une personne qui est forcée à manger, ça va compter, ça va être une expérience négative et elle va associer à l'alimentation quelque chose de désagréable. Et plus elle l'associera à quelque chose de désagréable, moins elle aura envie de manger. Donc voilà, c'est très important et c'est vraiment deux règles qui doivent marquer toute notre intervention au travers de l'alimentation. Donc voilà. Quelques statistiques sur l'alimentation. 50% 50 à 80% des personnes autistes ont eu ou ont un trouble du comportement alimentaire. Hein, ça peut être très variable, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'autisme. Alors, évidemment, c'est pas directement lié, quoique hein, on pourrait s'interroger. Hein, certains en font le lien. De 30 à 70% des personnes autistes ont des troubles gastro-intestinaux. Et puis, 20 à 25% des troubles de conduite alimentaire vont persister tout au long de la vie de la personne autiste. Donc, c'est effectivement une chose importante, hein, parce que voilà, quand on a une personne autiste qui mange 5 aliments maximum, en plus telle couleur, telle marque, etc., ça va forcément impacter la vie de famille, mais ça va impacter aussi son développement, que ce soit son développement, sa courbe de poids. Hein. Donc tout ça, effectivement, ça va être aussi des éléments qui vont nous indiquer qu'il faut y travailler. Donc qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme raison des comportements alimentaires? Il y a les spécificités sensorielles, on verra juste après. Une présentation des aliments particulièrement attendus. Par exemple, le yaourt de la marque Repère au chocolat et aux amandes. Bon voilà, c'est-à-dire que la personne autiste ne mangera plus que ça. Alors, première chose, par exemple, qu'on peut faire, et qui est en tout cas à éviter, c'est donner tout le temps la même chose, avec une visibilité de la marque. Par exemple, si vous avez ce yaourt, par exemple, premièrement, déjà le mettre dans une assiette et le retirer de son emballage, qui permet déjà d'éviter le rituel lié à l'image, au visuel de la marque. Maintenant, c'est vrai qu'une personne autiste en général, elle a une sensibilité telle qu'elle ne se fera pas prendre si vous lui achetez une autre marque, même du même goût. Hein. Mais ça peut déjà être un moyen de pouvoir façonner, de changer cette routine alimentaire. Donc des routines alimentaires, des expériences aversives passées surgénéralisées. On peut penser par exemple des personnes qui ont eu des troubles gastro-intestinaux et qui du coup, par exemple, je vais prendre mon cas. À un moment, j'avais du RGO tous les jours. Et j'avais fini par maigrir parce que manger me faisait peur parce que je savais que derrière j'aurais un reflux gastro-œsophagien. Donc vous voyez, une personne qui aura eu une gastrotomie, enfin j'espère que je te dis bon mot, enfin voilà, qui aura eu des expériences négatives alimentaires, elle aura forcément moins envie de manger. Des comportements dans la façon d'ingérer et peut-être des fonctions exécutives. Hein, parce que je vous rappelle ce que c'est que les fonctions exécutives, c'est ce qui va permettre de faire une action souvent complexe
imprévu ou prévu, mais plutôt imprévu, mais aussi prévu dans le sens, par exemple, quelque chose comme découper sa viande, la mettre sur une fourchette, l'ingérer. C'est beaucoup d'actions et ça peut être aussi problématique dans l'autisme. Donc, je voulais revenir sur les sensorialités et l'alimentation. Hein. On a des hyposensorialités, c'est-à-dire qu'on a un seuil neurologique très haut et que pour avoir des sensorialités équivalentes, il va falloir dépasser ce seuil neurologique. Donc, quand on a un seuil neurologique plutôt haut, comme j'ai par exemple, et ça c'est quelque chose que je fais, hein, là je sais plus où est mon taboulé, mais par exemple c'est quelque chose que je mange, là j'aurais pas dû en acheter, mais ça, les 500 grammes vont passer en une journée en plus de mes repas habituels, c'est de mettre énormément à la bouche pour avoir un maximum d'informations sensorielles. C'est des risques d'ingestion et de mise à bouche de produits non alimentaires qu'on appelle le PICA. Et malheureusement, là, c'est une vidéo d'introduction, je ne vais pas vous en parler. Hein. Mais c'est quelque chose d'important. On a quelques solutions. Je vous dis la vérité, c'est jamais simple avec le PICA. C'est un besoin d'adjonction de produits épicés, de goûts très marqués, de goûts très forts. Et des difficultés aussi pour manger proprement. J'en parle à la fin de mon livre Guide de la survie de la personne autiste. Hein. C'est des besoins de gober. Hein. Moi, par exemple, c'est quelque chose, je gobe la nourriture, je mange très vite. Et le fait de ne pas avoir d'avoir une espèce d'hyposensorialité fait que la satiété, elle vient de façon retardée ou elle ne vient pas. Et du coup, la personne pourrait manger toute la journée. Moi, si par exemple j'ai des aliments, je peux manger toute la journée. Heureusement, je prends plus que des aliments très peu caloriques pour pas grossir. Mais bon, voilà, c'est pas... Moi, j'ai la capacité de savoir ce qui m'est bon. Pour une personne autiste avec peut-être une déficience intellectuelle, ou disons qu'elle n'a pas forcément de grandes notions d'esthétique, elle ne va pas savoir ce qui est bon, ou même elle s'en fichera. Mais du coup, avec un risque à terme de cardiovasculaire, d'obésité, de problématiques assez importantes. De l'autre côté, on a l'hypersensorialité et l'évitement sensoriel, alors sachant que les deux ne sont pas exclusifs. On va avoir des personnes qui supportent très mal les nouveaux aliments, qui supportent pas les nouvelles textures, qui vont pas supporter quand les aliments se mélangent, qui vont avoir des hauts le cœur, des envies de vomir, qui vont refuser, qui vont devoir toujours être très propres, qui vont refuser de toucher la nourriture, qui vont refuser certaines couleurs, qui vont préférer des aliments fades, qui vont des aliments plutôt froids ou chauds ou texturés d'une certaine façon. Donc tout ça va forcément engendrer souvent une sélectivité alimentaire. Alors on aura plus une sélectivité alimentaire dans l'hypersensorialité et plus un risque de gloutonnerie dans l'hyposensorialité. Ici gloutonnerie, moi je suis glouton, c'est pas quelque chose de préjudiciable. C'est pas quelque chose de, pardon, là je suis pas en train de dire que c'est préjudiciable, mais c'est pas quelque chose de péjoratif. Hein. Je suis en train de développer une explication. Ça ne veut pas dire que je dis que voilà, les personnes qui sont hyposensorielles, elles ont besoin de ces aliments dans leur bouche pour avoir un maximum d'informations. Donc un des moyens, et je dirais le meilleur moyen globalement dans l'autisme par rapport aux sensorialités et même par rapport donc en général et par rapport à la limitation en particulier, c'est de façonner. Qu'est-ce que c'est façonner? En fait, c'est tout simple. C'est qu'on a une étape très éloignée, par exemple, qui mange 200 grains de riz. Donc, une boule de grains de riz, on va pas les compter, hein, mais une boule de grains de riz. Et ben, j'ai commencé par 3 grains de riz. Puis 4, puis 5, puis 10, puis 15, puis 30, 20, 25. C'est-à-dire que je vais partir sur une approximation, un objectif très réduit, et je vais monter par habituation graduelle. Et bien c'est pareil dans l'autisme. On va travailler d'abord sur des petites étapes. Ça peut être simplement rendre le lieu de table agréable. Ça peut être aussi simplement toucher la nourriture ou l'accepter dans l'assiette. Et puis on va on va mettre à côté un aliment préféré. Il prendra beaucoup de l'aliment préféré et très peu du nouvel aliment. On va aussi façonner pour les couleurs.
il aime que le blanc, et ben petit à petit, ou par exemple il aime que le jaune, ben petit à petit on va aller vers du orange, du rouge, etc. Ça peut être aussi façonné, ça peut être aussi simplement qu'il commence à les cuisiner, qu'il commence à les sentir, qui commence. Alors on peut jouer aussi. Il y a beaucoup de jeux alimentaires. Alors, attention, malgré tout, c'est bien le jeu alimentaire, mais pour moi, il faut que l'alimentaire, enfin le repas, ça reste le lieu où on mange. C'est-à-dire qu'il faut redonner un sens au repas sur qu'est-ce qui se passe dans le repas. Hein. Par exemple, il y a quelque chose qui pourrait être préjudiciable aux personnes autistes, c'est que des fois on a tendance, notamment dans des interventions qui sont mal faites en ABA, par exemple, ça va être de faire des renforçateurs alimentaires, c'est-à-dire donner un aliment. Si on donne des chips tout au long de la journée, il est évident que la personne autiste, déjà, elle comprend que aliment égale récompense, et pas aliment égale se nourrir. Et deuxièmement, elle n'aura pas envie de manger à table, puisqu'elle aura mangé tout le temps. Donc ça, c'est très important de travailler là-dessus. Et puis, on a ces résultats qui sont très intéressants et qui montrent que le façonnement, c'est vraiment important. Par exemple, on a présenté à des enfants autistes des odeurs, seulement des odeurs. Alors pareil, hein, il peut y avoir des hypersensorialités. Et ensuite, des odeurs de nouveaux aliments qu'ils n'ont jamais mangé. Et ensuite, on leur a demandé de choisir l'aliment qu'ils voulaient pour manger. Et 2/3 ont choisi l'odeur avec laquelle ils avaient été exposés, à laquelle ils avaient été exposés. Donc c'est très intéressant. Ça montre que finalement, l'exposition à l'odeur, l'exposition à la vue va permettre à un moment de passer à l'ingestion. Donc on peut travailler un temps cuisine, et comme tout le monde, les personnes même typiques, hein, si vous avez un enfant typique, vous allez le constater, les personnes même typiques aiment ce qu'elles connaissent. Elles aiment manger ce qu'elles connaissent. Elles aiment rarement manger un nouvel aliment. Alors faites attention, il y a beaucoup de comportemental. Parfois, je dirais, la personne, elle va pas manger. Alors si vous dites par exemple, vous lui testez un nouvel aliment, et puis vous lui dites tout de suite quand vous voyez qu'elle mange pas, attends, je vais te donner des frites, son aliment préféré, évidemment qu'elle va pas prendre ce nouvel aliment, puisqu'elle sait qu'à chaque fois qu'elle le refuse, elle va obtenir quelque chose de préférable. Hein. Donc faites attention aussi dans votre façon de vous comporter à table et dans votre façon de gérer le fait qu'il ne mange pas, ou alors de donner énormément d'attention parce qu'il ne mange pas, alors que vous n'en donnez pas quand il mange et quand il se comporte comme vous attendez. Si vous lui en donnez que quand il mange pas de l'attention, il a raison de ne pas manger s'il veut de l'attention. Hein. Voilà. Il y a des choses comme ça. Et puis dans l'autisme, hein, du coup, on pourrait être effectivement sur ce façonnement. D'abord, la personne voit l'aliment à table, ensuite elle le touche à la fourchette, ensuite elle approche l'aliment, elle le sent, elle accepte de la mettre dans la bouche, et puis elle ingère cet aliment. Donc, il y a beaucoup de choses, hein, je vais pas développer. Il faut savoir aussi qu'il est important, et moi j'ai envie de vous le dire là, c'est aussi de faire des prises de sang régulières quand on a un enfant autiste. Un enfant autiste ou un adulte, hein, il est important d'avoir des prises de sang régulières pour évaluer s'il n'y a pas de carence. Ça aussi, c'est très important. Et dans ce cas-là, supplémenter avec un avis médical. Ou sans. Mais voilà. Donc, je vous dis la vérité, j'ai pas tout abordé aujourd'hui. Mais par contre, j'espère que vous aurez un peu un schéma global de ce qui peut être mis en place. Je vous conseille encore 2 livres. Fondeli, l'alimentation dans l'autisme, et d'une bouchée à l'autre d'une autrice canadienne, mais je ne me souviens plus de son nom tout de suite, et je vous le mettrai en lien. Merci de m'avoir écouté.